Bienvenue à la seconde séance enregistrée du cours Littérature d'expression française 1. Le cours d'aujourd'hui portera sur la négritude, la base de tout le mouvement littéraire aux Antilles à partir de la moitié du XXe siècle. J'imagine que vous avez tous entendu parler déjà de la négritude. Mais la négritude, c'est quoi exactement? Plusieurs expressions sont associées à la négritude, mais comment ces expressions se rassemblent-elles? Par exemple, lutte antiraciste, identité noire, racines africaines, solidarité entre le peuple noir, action affirmative. Tout cela, bien sûr, a à voir avec la négritude. Ce qui nous fait penser que la négritude est toujours actuelle, bien qu'elle soit aussi un mouvement historique assez déterminé. Mais quel type de mouvement? Un mouvement social, comme celui que l'on a vu aux États-Unis lors des mouvements pour les droits civiques aux années 60? Non. Au début, la négritude a été un mouvement poétique et culturel créé par un tout petit groupe d'intellectuels noirs d'origines différentes. Les Martiniquais Aimé Césaire, les Sénégalais Léopold Senghor et Birago Diop, les Guyanais Léon Damas et les Guadeloupéens Guy Tyrolien. Ce mouvement a eu lieu originairement à Paris, où ces intellectuels fondent la revue L'Étudiant Noir, dont le premier numéro est publié en 1935. C'est là que l'on voit apparaître pour la première fois le terme négritude. Maintenant, je voudrais vous lire un tout petit extrait de ce premier numéro de la revue L'Étudiant Noir. Cet article s'appelle « Racisme, non, mais alliance spirituelle » et c'est signé par Léopold Senghor. Voilà. Que voulons-nous aujourd'hui? Réveiller la race, si elle est déjà réveillée, et la jeter dans le combat qui mène l'humanité contre les forces de la destruction. À la vieille Europe, nous voulons apporter des éléments neufs d'humanité. Ces éléments, il nous faut les découvrir en nous, et pour cela, perfectionner l'instrument de notre raison. Certains camarades de gauche me disent: il y a un problème de classe, pas de race. Que ne disent-ils plutôt qu'il y a un problème de race doublé d'un problème de classe? Car, aux Antilles, la race préexiste à la classe et l'explique à l'origine. Les problèmes étant doubles, la solution doit aussi l'être. Bien plus, on ne doit résoudre les conflits des classes qu'en vue de conserver les valeurs, mais les valeurs humaines de chaque race. Don du pain au peuple blanc et au peuple noir pour leur permettre à chacun de vivre sa propre culture, fécondée par des apports nouveaux. Ce qui explique que nous ne sacrifions pas la culture à la politique. Vous négligez le spirituel pour l'économique. Celui-ci est important, soit, mais quand vous aurez fait la révolution, quel pain spirituel donnerez-vous au peuple noir à qui vous aurez fait perdre son originalité? Bon, je ne ferai ici que 2 commentaires. Il s'agit d'un texte très riche et il faudrait bien sûr parler beaucoup plus de lui. Bon, voici mes 2 commentaires. Même si la négritude s'agissait d'un mouvement de revendication culturelle, il s'agissait aussi d'un mouvement politique, parce qu'il voulait dialoguer avec la gauche, occuper la plateforme des partis de gauche. Ce qui est bien sûr toujours valable. Ce sont les partis de gauche, jusqu'aujourd'hui, qui soutiennent les politiques affirmatives et la lutte antiraciste. C'est pour cela que ce mouvement littéraire n'est pas dissocié de la politique. Ce n'est pas par hasard que Aimé Césaire sera le maire de Fort-de-France
pendant 50 ans, Fort-de-France étant la capitale de la Martinique. Et Léopold Senghor, bien sûr, sera le président du Sénégal. En plus, il faut dire qu'il s'agit aussi d'un mouvement fondé par deux Noirs, pour les Noirs, mais qui voulait aussi dialoguer avec le Blanc. Cet appel de Senghor, comme vient de lire, n'était pas seulement adressé à la gauche, mais aux hommes de pouvoir dans la gauche, autrement dit, le Blanc. On verra dans les vidéos suivantes des entretiens avec Léopold Senghor et Aimé Césaire, où il renvoie à ces moments des rencontres et des propositions initiales de la négritude. Votre rencontre avec Aimé Césaire, Monsieur le Président? Oui, Aimé Césaire a dû entrer au lycée Louis-le-Grand en 1929 ou 1930. J'étais alors en Cagne quand il entrait en Hippocagne. Naturellement, le lycée Louis-le-Grand n'est pas si vaste que cela et deux Noirs finissent toujours par s'y rencontrer. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, que nous avons sympathisé et naturellement deux Noirs ne peuvent discuter que de ce qui les unit, de ce qui les rapproche de la négritude. C'est alors que vous étiez à l'université, je crois, que vous avez fondé la revue L'étudiant noir. Ah oui, j'étais à la Sorbonne. Césaire, je crois, venait d'entrer à l'école normale supérieure. C'est alors que nous avons fondé un journal, L'étudiant noir. Ça a été un coup de maître de Césaire, car nous avions transformé le bulletin de l'association des étudiants martiniquais en organe des militants de la négritude. C'est d'ailleurs dans ce journal que Césaire a employé pour la première fois le mot de négritude que nous avons tout de suite adopté et qui depuis a fait fortune. La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Tout simplement, naturellement, quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir? C'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude. Tout l'effort de ma génération a été de défendre et de manifester ces valeurs de civilisation dont l'ensemble, encore une fois, constitue la négritude, de les défendre et manifester d'abord sur le plan culturel, car nous pensons que l'indépendance culturelle est le préalable à toute indépendance véritable et authentique, de les manifester et défendre sur le plan culturel, mais encore sur le plan politique, en travaillant à la décolonisation. Nous pensons que le travail des militants de la négritude n'est pas achevé, car la négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage, par enracinement dans son terroir et ouverture aux autres civilisations. Il me dit, Bisu, d'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Aimé Césaire, je suis de la Martinique. Et toi? Je lui dis. Il me répond, je m'appelle Léopold Sédar Senghor. Il me donne l'accolade, il me dit, Bisu, tu seras mon Bisu. Et c'est resté vrai, l'amitié était née, elle est restée jusqu'au bout. À travers Senghor, le Sénégalais, Césaire le Martiniquais rencontre à Paris pour la première fois l'Afrique. L'Afrique de ses ancêtres, mais aussi une Afrique réelle, vivante,
est déjà inquiète de perdre sa culture et dont Senghor, le poète, le futur président sénégalais, lui parle avec passion. Mais Paris, c'est aussi pour Césaire une autre découverte, celle qu'il est un nègre parmi les Blancs. Je me rappelle, je passe dans une rue, mais il me semble que c'est à Paris, certainement. Je me suis mal rangé, et là, petit nègre. Mais moi, je réponds automatiquement, le petit nègre t'emmerde. Hein? Et j'avais commencé une revue, la revue du monde noir. J'ai dit non, il faut mettre la revue du monde nègre. Parce que le mot nègre est pour eux une insulte et un mot péjoratif. Ce mot qui sonne comme une insulte, Césaire le revendique. Il devient le chantre de la négritude. Avec lui, tout un peuple retrouve sa fierté et renoue avec ses racines. L'œuvre de Césaire est hantée par les souvenirs de la traite et de l'esclavage. Bon, je vous disais que le premier numéro de l'Étudiant noir montrait un désir de dialoguer avec les hommes blancs de gauche. Or, cet appel de la négritude sera bientôt entendu par ces hommes blancs de gauche. Et c'est un peu grâce à ce dialogue que ce mouvement a eu des répercussions bien au-delà du cercle des écrivains noirs. Je renvoie bien entendu à la lecture de la négritude de André Breton et de Jean-Paul Sartre. André Breton, comme vous le savez bien, a été les fondateurs et les membres les plus importants du mouvement surréaliste. En 1941, il a été emprisonné par la police de la France occupée, la police de Vichy, et décide de s'enfuir vers les États-Unis. À l'escale de Fort-de-France, Martinique, il est interné et puis libéré. C'est dans cette occasion qu'il trouve par hasard la revue Tropique, éditée par Aimé Césaire et d'autres intellectuels martiniquais, après le retour de Césaire en Martinique. Voici comment Breton décrit cette rencontre dans la préface qu'il a écrite pour la publication de l'édition bilingue de Cahiers d'un retour au pays natal de Césaire. C'est dans ces conditions qu'il m'advint, au hasard de l'achat d'un ruban pour ma fille, de feuilleter une publication exposée dans la mercerie où ce ruban était offert. Sous une présentation des plus modestes, c'était le premier numéro qui venait de paraître à Fort-de-France d'une revue intitulée Tropique. Il va sans dire que, sachant jusqu'où l'on était allé depuis un an dans l'avilissement des idées et ayant éprouvé l'absence de tout ménagement qui caractérisait la réaction policière à la Martinique, j'abordai ce recueil avec une extrême prévention. Je n'en crus pas mes yeux. Mais ce n'était dit là, c'était ce qu'il fallait dire, non seulement du mieux, mais du plus haut qu'on put le dire. Ça, c'est dans cette préface qui s'appelle Un grand poète noir, écrite par André Breton, comme je vous ai dit, dans l'édition bilingue du Cahier d'un retour au pays natal. Dans cette préface, Breton lie les projets de Césaire et de toute la négritude à celui du surréalisme. Pour lui, pour Breton, la poésie de Césaire nous fait penser à tout ce qui est refoulé, caché dans notre société. Le navire négrier, les coups de fouet, ils n'existent plus en théorie, mais ils sont présents dans l'inconscient et dans les rêves de tous. Et maintenant, voilà, ça c'est la lecture d'André Breton. Maintenant, je vais vous parler de la lecture de Jean-Paul Sartre, un des plus importants blancs de gauche en France au XXe siècle. Écrivain de fiction, critique littéraire et philosophe, il a participé de plusieurs mouvements de gauche et a été à la tête de la pensée politique de son époque, puisqu'il dirigeait une des revues les plus importantes de la deuxième moitié du XXe siècle, Les Temps modernes.
En 1948, 13 ans après le premier numéro de l'Étudiant noir, Sartre écrit la préface de l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, rassemblée par Léopold Senghor. L'ouvrage de 227 pages présente 16 poètes de différentes origines. Cette œuvre aura une importance très particulière grâce à sa préface intitulée « Au fait noir », qui deviendra en même temps un des textes de référence les plus importants sur la négritude et le passeport d'entrée de la négritude au panthéon des grands mouvements littéraires contemporains. Il est très important de dire que Sartre a une liaison très affective avec la négritude et avec tout cela qu'elle représente. Il ne fait pas comme Breton, qui identifiait les propos d'Aimé Césaire au surréalisme, son mouvement. Il se rend compte que les propos de la négritude étaient complètement nouveaux. Voici un extrait où on peut voir cet éblouissement de Sartre par rapport à la négritude. C'est aux Noirs que ces Noirs s'adressent et c'est pour leur parler des Noirs. Leur poésie n'est ni satirique ni imprécatoire. C'est une prise de conscience. Alors direz-vous, en quoi nous intéresse-t-elle si ce n'est à titre de document? Nous ne pouvons y entrer. Je voudrais montrer par quelle voie on trouve accès dans ce monde de jets et que cette poésie qui paraît d'abord raciale est finalement un chant de tous et pour tous. En un mot, je m'adresse ici aux Blancs et je voudrais leur expliquer ce que les Noirs savent déjà. Pourquoi c'est nécessairement à travers une expérience poétique que le Noir, dans sa situation présente, doit d'abord prendre conscience de lui-même et inversement, pourquoi la poésie noire de langue française est de nos jours la seule grande poésie révolutionnaire. Oh, c'est presque mignon, Sartre était complètement pris par cette poésie. Voici un autre extrait où il parle plus proprement de la négritude, de ce que rassemblent tous ces poètes. Feuilletez une anthologie de poésie blanche aujourd'hui. Vous trouverez 100 sujets divers, selon l'humeur et le souci du poète, selon sa condition et son pays. Dans celle que je vous présente, il n'y a qu'un sujet que Torse essaye à traiter, avec plus ou moins de bonheur. De Haïti à Cayenne, une seule idée, manifester l'âme noire. La poésie nègre est évangélique. Elle annonce la bonne nouvelle, la négritude retrouvée. Mais comment manifester cette âme noire? Cette poésie propose un double retour au pays natal, mais aussi en Afrique. Et ce retour n'est pas facile, parce qu'il s'agit aussi de retourner au passé de l'esclavage. Voici l'essence du titre de Sartre, Orphée noire. La poésie de la négritude est aussi une descente aux enfers comme celle d'Orphée. Il faut chanter la colère, la solitude, les plaies, sa vie déchirée entre la civilisation et le vieux fond noir et trouve sa négritude. Attention au mot négritude. Ces mots renvoient au mot nègre et pas au mot noir. La forme polie de s'adresser aux personnes d'origine de l'Afrique subsaharienne. Les mots nègres, par contre, c'est la façon méprisante par laquelle les Blancs s'adressent aux esclaves. Or, assumer les mots nègres et donc la négritude est assumer l'esclavage, l'injustice, les difficultés éprouvées par tous les peuples noirs. Et maintenant, sans lunettes, on verra si je vois bien. Bon, pour comprendre ces caractères
surréaliste d'en parler Breton et révolutionnaire d'en parler Sartre, et surtout cette descente aux enfers, on fera la lecture d'une œuvre de la négritude en particulier, les cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, publié en 1939 lors du retour en fait des Césaire en Martinique pour devenir professeur de lycée. Les titres Cahiers d'un retour au pays natal nous donnent déjà des pistes sur le sujet de cette œuvre. On renvoie à ce retour dont parlait Sartre tout à l'heure. Ce retour à la terre natale, à la terre colonisée, mais aussi ce retour à une origine antérieure, l'Afrique. Dans ces retours, bien sûr, on trouvera toutes ces sources de douleur du peuple noir. Ça veut dire l'esclavage. Bon, avant de commencer la lecture, je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil dans l'organisation du livre dans son ensemble. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'un récit ou s'agit-il de la poésie? On peut dire qu'il s'agit d'un récit en prose qui devient un récit poétique. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, on lira quelques extraits du début où il est question d'un sujet qui vit d'une sujet, ça veut dire d'un personnage qui vit une période de stagnation et d'ennui. Voilà. Au bout du petit matin, la vie prostrée, on essaie où dépêcher ses rêves avortés. Le fleuve de vie désespérément torpide dans son lit, sans urgence sens ni dépression, incertain des fluets, lamentablement vide, la lourde impartialité de l'ennui, répartissant l'ombre sur toutes les choses égales. L'air est stagnant, sans une trouée d'oiseaux clairs. D'abord, le sujet n'est pas un sujet lyrique. Il n'y a pas d'utilisation du jeu. Tout est dans une sorte de situation énonciative impersonnelle. Ces moments dépressifs arrivent au bout du petit matin, expression qui se répète tout au long de la première partie du livre. Cela nous montre que cette période se passe dans un moment clair, pendant la journée. Cette personne n'a pas de raison pour vivre. Il a ses rêves avortés. Il ne voit pas d'avenir. Il veut en fait voir de la clarté, sortir de ces moments de stagnation. Comme on peut voir à la fin du paragraphe, l'air est stagnant sans une trouée d'oiseaux clairs. Mais il ne trouve rien. L'ombre sur toutes les choses égales. Cette personne se trouve à côté de la plage, apparemment dans une colonie française. Tout est laid, vieux et stagné, sans vie. Et du coup, un nouveau mot apparaît et commence à être répété comme au bout du petit matin. Ce nouveau mot est partir. Et les poèmes en prose, ces récits en prose, devient du coup une sorte de poésie presque futuriste. Je lis. Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirai orage, je dirai fleuve, je dirai tornade, je dirai feuille, je dirai arbre, je dirai mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur les courants lents de l'œil des mots en chevaux fous, en enfants frais, en caillots des couvre-feu, en vestiges des temples en pierres précieuses assez loin pour décourager les mineurs.
Qui ne me comprendrait pas ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre. Qu'est-ce qui arrive dans cet extrait? D'abord, l'usage du jeu. Le sujet impersonnel devient un sujet lyrique. Il trouve sa subjectivité avec l'idée de partir, d'abandonner son pays natal. Et il trouvera dans ce voyage tout ce qu'il n'a pas trouvé dans son pays. La modernité, la vie, les sons frénétiques et bien sûr, la volonté de vivre. Attention à la ponctuation. Dans les extraits précédents, il y avait dans les phrases une ponctuation assez classique. Dans cet extrait, on voit l'absence de ponctuation, ce qui rend la lecture plus rapide en donnant la sensation d'être au milieu d'une rue dans une grande ville de la métropole. Mais c'est au milieu de cette métropole que ces sujets lyriques se rendent compte de sa négritude. Il se voit étranger, il se voit différent, il se voit emprisonné de blanc. Je lis. Ce qui est à moi, c'est un homme seul, emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint, Toussaint l'ouverture. C'est un homme seul qui fascine l'épervier blanc de la mort blanche. C'est un homme seul dans la mer inféconde de sable blanc. C'est un moricaud vieux dressé contre les eaux du ciel. La mort décrit un cercle brillant au-dessus de cet homme. Dans cet extrait, on peut voir l'association de l'adjectif blanc à des substantifs qui ne sont pas souvent associés à cette qualité. C'est le cas de la mort blanche, l'épervier blanc. Bon, bien sûr, vous le savez, dans n'importe quelle image de la mort, elle est habillée en noir. Et ce type d'oiseau, l'épervier, est souvent associé à ce qui est obscur, jamais à ce qui est blanc. Attention aussi au sable blanc. Normalement, le sable est associé à la plage, au repos, au bonheur, mais ici le sable est lié à l'infécondité et donc à la mort. Il y a toute une inversion des valeurs associées à ce qui est blanc, brillant et lumineux, qui deviennent du coup des symboles de la mort. Et tout cela arrive après l'apparition en lettres majuscules de Toussaint l'ouverture. Rappelez-vous de Toussaint l'ouverture? Bon, qui a regardé la première vidéo enregistrée de ces cours se rappelle bien. Toussaint l'ouverture était un des héros de l'indépendance d'Haïti, celui qui a déclaré l'indépendance après la Révolution française, l'indépendance d'Haïti. C'est lui, Toussaint l'ouverture, qui lui fait apercevoir que la mort décrit un cercle brillant au-dessus de lui. Or, il faut sortir de cette lumière. Il faut vraiment être indépendante de cette lumière. Et pour cela, il faut descendre vers tout ce qui est noir. Il faut descendre à la terre, plonger dans la terre noire, pleine de vie et de découvertes. Et voici les derniers extraits que je lirai ici. Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte, davantage la terre, si l'eau se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre, ma négritude n'est pas une pierre,
sa surditude ruée contre la clameur du jour, ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Voici comment la descente aux enfers proposée par Aimé Césaire fonctionne. Il va aux enfers, il souffre quand il était dans son pays et il souffre quand il part, quand il se voit différent, quand il se voit entouré des blancs, entouré de cette morte brillante. Mais la découverte de la négritude est heureuse. Il plonge dans la terre, dans la chair. Il ne se sent plus seul. Il se sent lié au monde. On a fait tout ce détour et peut-être on est arrivé aux mêmes idées associées à la négritude dont on a parlé au début de cette vidéo. La négritude est découverte de sa condition, de son histoire, de ses origines. Mais il s'agit aussi d'un mouvement de solidarité entre le peuple noir. La négritude est une sortie de la solitude. Et voici comment on peut expliquer ces récits qui deviennent de la poésie. Voilà, les récits cahiers d'un retour au pays natal deviennent de la poésie quand le sujet lyrique trouve sa voix et trouve sa façon de dire les choses. Les moments où il trouve sa voix, les moments où la prose devient vers, c'est les moments où il retrouve sa négritude. Ça veut dire sa liaison avec les autres peuples noirs, et cette chair noire qu'il partage avec les autres et qui est liée à cette origine africaine et liée aussi à cette dissociation de l'origine africaine, ça veut dire l'esclavage. Tout cela du côté de la poésie. Maintenant, on va voir un théoricien, Frantz Fanon, qui a parlé d'une façon plus politique du phénomène de la négritude. Okay? Bon, je vous laisse avec Samantha Steves, qui est la monitrice de ces cours, qui va nous parler sur Frantz Fanon, qui sera le sujet de son mémoire de master. Bien, je vais parler un peu de qui était Frantz Fanon, de son importance pour l'étude de la littérature antillaise et de la pertinence de l'œuvre Peau noire, masque blanc de 1952. Alors, Frantz Fanon était un psychiatre, philosophe et essayiste martiniquais qui a consacré sa vie à réfléchir aux conséquences du processus de la colonisation française sur l'identité antillaise. Et il a influencé plusieurs mouvements anticoloniaux à travers le monde. Né en 1925, il a été l'un des fondateurs de la pensée du tiers-monde. À 18 ans, il rejoint les forces armées antillaises aux côtés des forces françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Après cela, il retourne en Martinique et grâce à une bourse, part en France pour étudier la médecine et la philosophie. Il a critiqué la guerre de l'Algérie, où il a travaillé comme psychiatre à l'hôpital de l'armée française, témoin de plusieurs atrocités commues par la domination coloniale française. Dans ce contexte-là, il finit par rejoindre le Front de libération nationale algérien, lorsque la guerre de l'Algérie éclate en 1954. Sur son œuvre les plus fameux, à l'origine, il a conçu comme sa thèse de doctorat
en psychiatrie. Peu noir, masque blanc n'a été publié que plus tard. Partant d'analyses psychologiques pour expliquer les mécanismes de fonctionnement du racisme, les partenaires diagnostiques montrent comment l'aliénation de la personne noire n'est pas une question purement individuelle, mais surtout structurellement et socialement construite. Le livre est un classique de la portée des œuvres anticoloniales, antiracistes et afrodiasporiques, et réfléchit sur les modes de la décolonisation des peuples, pariant sur une révolution culturelle et sociale capable de transformer les structures du système colonial actuel. Fanon part de la perspective qu'il faut décoloniser non seulement les nations, mais surtout les êtres humains, dans leur subjectivité par un système qui les nie et les viole. Pour cela, il réalise un essai interdisciplinaire pour comprendre la relation entre noir et blanc guidée par le racisme et dans quelle mesure cette relation déshumanise les deux, en particulier les noirs. Parmi les principaux thèmes analysés figurent les phénomènes de la langage et les complexes d'infériorité des noirs. En ce qui concerne les problématiques de la langue, les colonisateurs se placent dans un statut de supériorité par rapport à la langue et à la culture du colonisé, provoquant une condition de double existence dans laquelle des Noirs est un pour ses semblables et un autre pour le monde blanc, dans une tentative de se rapprocher de la culture métropolitaine. Cela provoque un complexe d'infériorité qui est dû au processus d'enterrement de leur originalité culturelle en raison d'un processus de domination coloniale qui ne tient pas compte du fait que les Noirs ont une culture, une civilisation et un passé historique, comme nous pouvons le voir dans cet extrait où il dit: historiquement, il faut comprendre que les Noirs veulent parler français, car c'est la clé qui peut leur ouvrir les portes qui, il y a seulement 50 ans, leur étaient encore interdites. On trouve aux Antilles, qui correspondent à notre discrétion, une recherche de subtilité, de rareté linguistique, autant de façons de se prouver qu'elles correspondent à la culture dominante. Fanon dénonce avant tout l'assimilation culturelle résultant du complexe d'infériorité qui se développe dans la subjectivité antillaise, provoquant un processus d'abnégation qui les rend psychiquement malades et les éloigne de leur père. Sur ça, Fanon va dire: parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. Les Antillais qui veulent être blancs le seront d'autant plus qu'il a assumé l'instrument culturel que c'est la langue. Je me souviens, il y a un peu plus d'un an, à Lyon, après une conférence où j'avais établi un parallèle entre la poésie noire et la poésie européenne, d'un ami français me disant chaleureusement: au fond, tu es un homme blanc. Le fait que j'étudie un problème aussi intéressant à travers la langue des Blancs m'a attribué soudain le droit à la citoyenneté. L'auteur explique par exemple comment les Antillais qui sont en contact avec la culture de la métropole ont un statut à partir du moment où ils dominent la culture française et blanche, capable de les élever du groupe social dont ils font partie. Cependant, les colonisés assimilés n'y correspondent jamais entièrement aux Blancs, étant clair dans les relations sociales que, pour les Blancs de la métropole, il ne sera jamais son égal. Il en va de même pour les autres Noirs qui veulent passer pour les Antillais, pourtant essayer de blanchir ou d'approcher la métropole. D'après lui, il a entendu, après tout, ce qui a été dit, que la première réaction du noir est de dire non à ceux qui essayent de les définir.
il est entendu que la première action du noir est une réaction. Et une fois qu'elle est évaluée en fonction de son degré d'assimilation, il est également entendu que les nouveaux retours à la Martinique ne s'expriment qu'en français. C'est qu'il a tendance à mettre en évidence la rupture qui s'opère. Il concrétise un nouveau type d'homme qui s'impose devant ses amis, ses parents. Et à sa vieille mère, qui ne les comprend plus, il parle de ses nouvelles chemises, de sa hutte échevelée, de sa cabane, de tout assaisonné d'un accent commode. Ainsi, la surévaluation de la culture européenne se renforce dans la dévaluation de la culture antillaise, à travers les Antillais assimilés eux-mêmes qui reproduisent l'idéologie colonialiste dominante. Dans ce contexte-là, on peut observer, par exemple, une petite bourgeoisie antillaise qui reproduit sans critique les habitudes des Européens, comme un moyen de se différencier de leur ethnie d'origine par le blanchiment culturel. Comme on peut le voir dans la déclaration sur une femme. Alors, ne pouvant plus noircir le monde, elle essayerait de le blanchir dans son corps et dans sa pensée. Concernant les tentatives de blanchiment, Fanon analyse la recherche d'acceptation par les Antillais dans l'univers des Blancs à travers les mariages interraciaux ou les relations sexuelles, dénonçant le fait que les métissages n'excluent pas le racisme. Enfin, on peut dire que la négritude est née comme une réaction au racisme des Blancs, comme une tentative de représenter l'affirmation de la culture noire à partir de son originalité et de ses valeurs positives, sans pour autant essentialiser ce qui signifie être noir. En ce sens, Fanon rencontre glissant en regardant les essentialismes avec suspicion, comme le danger de concevoir une identité noire centrée sur l'émotion.